l'approche des élections municipales, le climat politique est marqué par une forte polarisation. La mort de Quentin Derenque à Lyon, en marge d'affrontements entre militants, a ravivé des tensions entre groupes d'extrême droite et antifascistes et relancé ainsi le débat sur la violence politique. Lors des défilés qui ont suivi, des saluts nazis ont été observés, alimentant encore la controverse. Dans le même temps, les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la prononciation de certains non-juifs ont suscité une vive polémique, ravivant les accusations d'antisémitisme. De l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus Le russe, classement de Epstein. LFI à l'extrême gauche a également contribué à durcir les lignes. Radicalité, extrémisme, fascisme, que recouvrent réellement ces mots? Comment la question de l'antisémitisme et la place des Juifs de France s'inscrivent-elles dans cette confrontation politique? Pour faire le clair dans ces notions et analyser la recomposition en cours, nous recevons Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste des radicalités politiques et des mouvements d'extrême droite et d'ultra-gauche en France et en Europe. Bonjour Jean-Yves Camus. Bonjour. Alors ma première question, la mort de Quentin Derenque à Lyon est-elle un fait divers tragique ou révèle-t-elle une conflictualité politique plus durable et un retour des affrontements de rue? C'est évidemment davantage qu'un fait divers, puisqu'un homme est mort, tragique incontestablement, prévisible. Cela faisait déjà un certain temps que j'alertais, là où j'interviens, sur l'hypothèse qu'il y ait de nouveau un mort sur la voie publique, comme cela a malheureusement été le cas en 2013 avec la mort de Clément Méric, mais cette fois avec une victime qui peut-être pourrait appartenir à l'autre extrémité du spectre politique. C'est malheureusement ce qui s'est produit et qui vient confirmer qu'il existe quand même une hausse des violences politiques. Alors, des défilés qui ont été organisés ensuite en hommage à Quentin Derenque, on a observé des saluts nazis. Est-ce que c'était des saluts, des actes marginaux, ou est-ce qu'il y a un soubassement idéologique beaucoup plus profond dans ces mouvances? Ce que nous avons vu, c'est un rassemblement qui avait aux alentours de 3200 participants. 3200 participants un samedi à Lyon, c'est à peu près l'étiage bas de l'ensemble de la mouvance d'ultra-droite au plan national. Pour ma part, j'ai une estimation un tout petit peu supérieure, on va dire à 3500 et quelques. Donc rassembler 3200 personnes à Lyon, ça nécessite deux choses. La première, c'est que viennent des personnes qui ne sont pas politisées, et qui viennent simplement parce qu'ils considèrent qu'il est d'une extrême gravité d'avoir tué quelqu'un. Que ces gens soient des gens majoritairement de droite, voire des paroissiens de la paroisse que fréquentait le jeune homme ou d'autres paroissienesses, c'est probable. Et puis il y avait naturellement aussi des militants. Ces militants, en admettant qu'ils aient constitué, ce qui est probable, les trois quarts du cortège, il y en a trois, me semble-t-il, qui effectivement ont effectué ce qui ressemble à un salut nazi. Le signalement fait par la préfète du Rhône dira, je l'espère, qui ils sont, et ils seront poursuivis en conséquence. Ça n'est pas un phénomène majoritaire dans le cortège. Pour autant, ça l'entache. Les autres participants avaient ceci de remarquable qu'ils appartenaient à tous les courants de l'extrême et de l'ultra-droite. Phénomène intéressant, depuis 2017 et la vague de dissolution sans précédent depuis l'époque de la guerre d'Algérie qui s'abat sur cette mouvance politique, on voit de plus en plus une porosité entre des chapelles qui avaient l'habitude de s'anathémiser. En fait, la répression renforce. Elle renforce surtout les plus déterminés, mais elle renforce. Et elle donne le sentiment commun à tous les militants, qu'ils soient monarchistes, nationalistes révolutionnaires, identitaires, pour certains éventuellement très minoritairement néo-nazis, le sentiment qu'ils appartiennent à une même mouvance et que ce qui les rapproche est supérieur à ce qui les sépare. On dissout des groupes organisés sur un mode relativement pyramidal, avec un chef national, des sections locales, et le résultat, c'est qu'en fait, on ne peut jamais empêcher
les militants les plus résolus de continuer, sauf qu'ils continuent sur un autre mode organisationnel qui est celui du groupe local. Et tout ça travaille en réseau, tout ça forme un maillage de gens qui attirent des jeunes en majorité. Ne pas négliger l'évolution du nombre de militantes, qui évidemment n'est pas majoritaire, mais n'est plus totalement anecdotique. Et tous ces militants se retrouvent dans tout cet écosystème. Il y a des gens qui passent d'un groupe à l'autre ou qui fréquentent simultanément, ce qui semble être le cas du disparu, plusieurs mouvements dont la sensibilité n'est pas exactement la même. On va essayer de comprendre maintenant comment on confond souvent radicalité et extrémisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence concrète entre les deux et à quel moment on passe de la radicalité à l'extrémisme? Alors on a un problème d'absence de définition légale. Et moi je plaide depuis très très longtemps maintenant pour que l'on regarde comment nos voisins allemands s'y sont pris. En Allemagne, il y a une définition légale de la radicalité et une définition légale de l'extrémisme. Cela vaut pour les extrêmes des deux côtés. L'Office de protection de la Constitution allemande, donc de la loi fondamentale de 1949, dit « Vous avez le droit de contester radicalement les structures de la société dans laquelle vous vivez. Vous pouvez être anticapitaliste, vous pouvez être partisan du collectivisme, vous pouvez être au contraire partisan d'un État hiérarchisé et fort. Vous pouvez émettre des critiques sur la politique migratoire. Par contre, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Parce que faire ce que je viens de dire, c'est être radical, c'est émettre une critique radicale. Par contre, si vous voulez mettre à bas l'état de droit, si vous voulez changer la Constitution, si vous n'êtes plus simplement critique vis-à-vis de la politique migratoire, mais que vous désignez un groupe comme étant un ennemi de la nation, et que ce groupe est ciblé en fonction de son ethnie, de sa religion, de sa couleur de peau, bref, si vous voulez établir quelque chose qui n'est pas un état de droit démocratique, où tous les citoyens sont à égalité de droit, mais que vous définissez la communauté nationale allemande comme une ethno-communauté, alors vous êtes extrémiste. Donc, et par miroir, si vous êtes engagé à l'extrême gauche, mais que vous prenez les armes pour défendre votre projet anticapitaliste, anti-étatique, etc., alors vous êtes extrémiste aussi. Ici, on est dans le flou. Le classement de LFI récemment à l'extrême gauche, selon vous, c'est justifié? C'est une catégorisation scientifique ou c'est un marqueur politique? Ce n'est pas une catégorisation scientifique, c'est une catégorisation adoptée par le ministère de l'Intérieur pour rendre compte des résultats électoraux. Et de même que LFI est classé à l'extrême gauche, on a appris avant ce scrutin que l'UDR de M. Ciotti serait aussi classé à l'extrême droite parce que le Conseil d'État, saisi par le parti en question, avait jugé que l'alliance structurelle entre l'UDR et le Rassemblement national, lui-même classé à l'extrême droite, imposait que le parti de M. Ciotti soit classé ainsi. Mais tout cela concernera la publication des résultats et sera traité par les politistes, moi le premier, avec toutes les nuances qui s'imposent, parce que naturellement, M. Ciotti ne provient pas de l'extrême droite historique. On va revenir sur un autre mot qui est utilisé beaucoup à tort et à travers, le mot de fascisme. Chacun se traite de fasciste mutuellement. Est-ce que, à force d'utiliser le mot fasciste, antifasciste pour les uns pour les autres, on ne risque pas de le vider de sa portée analytique? Est-ce qu'on peut parler de mouvement fasciste aujourd'hui d'un côté comme de l'autre? Le terme est malheureusement déjà vidé depuis assez longtemps de son contenu scientifique, malheureusement. La déclaration qui m'a étonné, c'est celle de M. Mélenchon il y a quelques jours, qui dit à la tribune ceci: « Nous nous battons contre le racisme, c'est-à-dire le fascisme. » S'il n'y avait que les fascistes pur sucre, si j'ose dire, qui commettaient des actes racistes, ce serait finalement une bonne nouvelle pour la démocratie. Mais le racisme, c'est un préjugé qui est répandu, de même que l'antisémitisme, chez des gens
qui n'ont aucune sorte d'engagement politique fasciste. Et ça nous amène à la question des statistiques sur le nombre d'actes imputables à la famille d'extrême droite. Depuis 1986, disent les enquêtes. Parmi ces actes, qui sont nombreux, qui sont documentés, où effectivement l'extrême droite est plus souvent impliquée que l'extrême gauche, il y a des actes commis par des militants politisés ou sympathisants d'une formation politique, mais il y a aussi des gens qui sont tout simplement animés de préjugés racistes. Comme on ne sait pas pour qui ils votent, s'ils votent, on est bien obligé de considérer que le racisme va plus loin que le fascisme. Le fascisme aujourd'hui, c'est qui, c'est quoi, c'est quel groupe de micro-groupes qui ressemblent, certes, à des mouvements antérieurs qu'on a connus dans les années 30 ou sous l'occupation. Moi, j'ai parlé avec un certain nombre d'animateurs de ce petit groupuscule qui s'appelle les nationalistes, dirigé par Yvan Benedetti. Ils le disent, leur modèle, c'est le francisme des années 30-44, le francisme de Marcel Bucard. Combien de divisions, si l'on peut dire? Quelques centaines de militants. Donc, c'est une erreur de généraliser. C'est une erreur, évidemment, de galvauder l'antifascisme, qui est une nécessaire vigilance pour que ne réapparaisse pas une forme réelle de fascisme. Mais je suis très très gêné par la définition du fascisme que donnait par exemple la Jeune Garde, qui consistait à incorporer dans le fascisme tout ce qu'on a appelé la convergence des luttes ou l'intersectionnalité, c'est-à-dire la lutte contre le patriarcat, la lutte contre le néocolonialisme, la lutte pour la reconnaissance des droits des personnes racisées, la lutte contre le capitalisme, la lutte contre les violences policières, j'en passe, et des meilleurs. Toutes luttes qui peuvent avoir leur légitimité, toutes luttes pour lesquelles on peut se mobiliser, mais qu'on ne peut pas, à mon sens, rassembler dans quelque chose qui serait le fascisme. Le seul problème, c'est que l'attitude de M. Mélenchon finit par faire passer le programme de son propre parti, qui au départ a été fondé pour porter les aspirations de gens qui portaient des aspirations sociales, totalement au second plan, derrière une politique qui me semble folle, qui consiste à se réfugier dans une sorte de bunker où l'ensemble de ses opposants politiques sont discrédités, vilipendés, parfois insultés, et sont ramenés à la forme fascisme. On va revenir maintenant sur les propos récents de Jean-Luc Mélenchon sur la prononciation d'Epstein, de Glucksmann, de non-juifs. Comme M. Glucksmann, et je ne sais qui encore, Glucksmann, pardon, qui ont suscité donc des accusations d'antisémitisme. Certains ont comparé cette sortie à celle de Jean-Marie Le Pen avec Durafour crématoire. Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. Que pensez-vous de cette comparaison et comment analysez-vous ces dernières sorties de Mélenchon? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, au plan factuel, l'idée, c'est d'assigner les Juifs à une identité qui n'est plus uniquement nationale, qui peut être celle de la double allégeance, celle de l'étrangeté totale, mais d'induire l'idée qu'au fond ce ne sont pas, et on retrouve là un terme cher à l'autre extrême politique, des Français de souche, qu'ils défendent des intérêts qui ne sont pas les nôtres, pour laquelle deux individus arrivent à instrumenter politiquement les mêmes stéréotypes, mais avec chacun leur spécificité propre. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon utilise ce stéréotype du juif étranger et non français? Parce que d'autres l'ont précédé. Parce qu'on est à une époque où on sait quelle est la forme de suspicion qui pèse sur chacun d'entre nous, de n'être pas loyal à la France, d'être
le général de Gaulle avait déjà fait une allusion en ce sens, plus loyale à l'État d'Israël qu'à notre pays, parce que nous vivons une conjoncture extrêmement polarisée, où les actes antisémites explosent, et où il est dans une stratégie lui aussi d'extrême polarisation. On pourrait se dire, précisément parce que les actes antisémites explosent, Jean-Luc Mélenchon devrait prendre une attitude plutôt de défense. Mais lui choisit de taper au cœur de ce qui est le tabou de la société française, c'est-à-dire précisément l'antisémitisme. Il lui faut déconstruire le consensus qui existe, et qui est quand même déjà singulièrement fêlé, autour du fait que non, l'antisémitisme n'est pas acceptable, et qu'il est une ligne, alors jaune ou rouge, qu'on ne peut pas franchir. Et malheureusement, quand on voit les salles qu'il réussit à drainer, on voit que ça marche. On va venir maintenant sur les juifs dans cette polarisation. Des candidats et des électeurs juifs se tournent aujourd'hui vers le Rassemblement national ou vers Reconquête. Est-ce que vous pensez que c'est un vote de conviction ou un vote motivé par la peur ou la recherche de protection? Par la recherche de protection, très certainement. Mais dans les modèles de société ouverte, de démocratie libérale dans lesquels nous vivons, aucun parti ne nous protège. Notre seul bouclier, puisque c'est ainsi que le Rassemblement national aime à se présenter vis-à-vis des Juifs, c'est l'État. La police de l'État, les services de renseignement de l'État, notre armée, l'appareil d'État dans son ensemble. Ce qui nous protège de l'antisémitisme, c'est la police et la justice. Qu'il y ait des résultats insuffisants, que toutes les enquêtes ouvertes pour des faits d'antisémitisme ne donnent pas lieu à l'identification et à l'arrestation du coupable. C'est un fait. Que les peines appliquées par la justice soient trop faibles, c'est sans doute un fait aussi. C'est en tout cas mon opinion. Mais il faut se rappeler que les juges sont tenus par le barème des peines tel qu'il est contenu dans le code pénal, et que si l'on pense qu'il faut changer le barème des peines, alors il faut changer le code. Qu'un certain nombre d'affaires aient été instruites en méconnaissance du caractère évident, du caractère antisémite d'un acte. On vient de le voir encore à Lyon, comme on l'avait vu pour le meurtre de Sarah Halimi. C'est un fait absolument incontestable. Mais il y a des avocats pour cela. Il y a une pression nécessaire que nous devons, que nos instances représentatives doivent maintenir et qu'ils maintiennent pour convaincre qu'il y a encore mieux à faire en matière de résultats. Mais on ne peut pas transférer le monopole de la violence légitime, de la contrainte légitime qui appartient dans un État démocratique à l'État, à une milice armée, la Jeune Garde, ou à un parti politique. Ça n'est pas fait pour ça. Et puis, est-ce que véritablement ces partis sont au clair sur l'attitude qu'ils adopteraient s'ils étaient au pouvoir vis-à-vis de la communauté juive dans la multiplicité de ses composantes et des identités dont nous sommes porteurs? Je n'en suis pas persuadé. Mais le fait que vous parliez de Reconquête, le fait que Sarah Knafo siège au Parlement européen avec le groupe allemand l'AfD. Et quelques Polonais de Confédération. Qu'est-ce que ça veut dire quand même par rapport aux électeurs juifs, par rapport à la communauté juive? Alors avec l'AfD et avec les Polonais de Confédération, la Confédération qui, tout juif qui possède encore des rudiments de polonais peut s'en apercevoir en allant voir les réseaux sociaux et le site de ces gens, est quand même un petit peu semblable à ceux qu'on appelait les NDCistes, les disciples de Roman Dmowski dans les années 30. Alors, la logique d'apparentement de constitution d'un groupe au Parlement européen répond à des questions d'arithmétique. Il faut avoir un certain nombre de parlementaires provenant d'un certain nombre de pays membres. Donc, à un moment donné, il y a une logique institutionnelle qui vous pousse à vous allier avec
qui vous le propose. L'alliance avec le Rassemblement national étant exclue, pour cause de compétition et de bisbille, Sarah Knafo ne pouvait pas siéger dans le groupe des patriotes européens que préside M. Bardella. Il lui restait ensuite plusieurs options. Elle n'a pas choisi la plus facile, mais finalement, elle a choisi la seule qui se serait elle. Après, je ne lui ferai pas l'injure de dire qu'elle est sur la ligne très proche d'un néo-national-socialisme de certains dirigeants de l'AfD. Je ne lui ferai pas l'injure non plus de dire qu'elle admire les disciples de M. Dmowski en Pologne. Mais c'est vrai que ce n'est pas la posture la plus crédible pour convaincre que vous défendez l'intérêt des Juifs, qui soit ne savent pas à quel groupe appartient Reconquête, au PE, soit considèrent que finalement ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense que c'est une erreur et que l'erreur principale, c'est de faire confiance à cette manipulation du concept du judéo-christianisme qui se termine invariablement, toutes les histoires personnelles le montrent, du côté du passage au christianisme. Quant au Rassemblement national, est-ce qu'on peut réellement le dissocier de son héritage antisémite? Là aussi, que des gens qui ont rejoint le Rassemblement national ces dernières années aient rejoint le Rassemblement national après 2011, après le moment où Marine Le Pen a succédé à son père. Pour beaucoup, ils n'ont pas connu Jean-Marie Le Pen, certains n'étaient pas nés au moment du point de détail. À cela, il faut laisser le bénéfice du doute. J'ai toujours dit pour ma part que Marine Le Pen ne partageait pas les préjugés de son père. Elle n'est pas négationniste, elle n'est pas antisémite. Il faut être raisonnable et lui accorder cela, ainsi qu'à nombre de ceux qui l'entourent. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a un trait psychologique dans ces partis. Il n'y en a que 2 en Europe qui ont accepté de rendre une sorte de livre blanc qui faisait état des errements du passé. Le FPE autrichien, avec un rendu qui expliquait qu'au fond, il y avait peut-être eu quelques utilisations d'une sémantique proche du nazisme sous M. Haider, mais qu'il était mort et qu'on était passé à autre chose, et celle des démocrates de Suède, qui, pour le coup, ont rendu l'année dernière un rapport assez satisfaisant, correspondant à une réalité, à savoir que ce parti avait été fondé par des gens qui étaient des néo-nazis, ou à tout le moins des néo-fascistes à la fin des années 80, et qu'ils avaient tous été expulsés pour qu'aujourd'hui ce parti ressemble à quelque chose qui est, on va dire, quelque part entre l'aile la plus à droite de LR et le parti de M. Ciotti. Là, on a effectivement un travail de mémoire. Du côté du Rassemblement national, on s'y refuse, et c'est encore une fois un trait de psychologie, au motif qu'il n'y a pas à présenter d'excuses, au motif qu'il n'y a pas à s'expliquer vis-à-vis de ses adversaires sur ce qu'a été le passé. Je conçois que la démarche soit douloureuse, et le Rassemblement national n'est pas un adepte de la repentance sur quelque sujet que ce soit. Je continue à penser qu'elle est nécessaire. Mais elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu parce que d'abord, l'électorat est très oublieux de ces questions-là, sans quoi les candidats du Rassemblement national ne seraient pas aussi hauts dans les sondages, et d'autre part parce qu'il y a une forma mentis, si vous voulez, dans cette partie du spectre politique qui ne va pas vers ce travail-là. Pour conclure, donc cette séquence dont on a parlé traduit une montée des extrêmes. Où est-ce que vous voyez une fragilisation du socle démocratique? Et quelles conséquences tout cela, toute cette polarisation, peut avoir pour l'avenir des Juifs en France? La fragilisation du socle démocratique, elle tient d'abord au
baromètre de confiance élaboré par exemple par le Cevipof qui chaque année interroge les Français sur la confiance qu'ils ont dans les institutions, sur la confiance qu'ils ont dans les partis politiques, les parlementaires, l'exécutif, les maires, et où l'on voit que de plus en plus la confiance s'érode à tous les niveaux. Elle est plus forte pour ceux qui sont le plus proches de la vie quotidienne, c'est-à-dire des maires. Et puis, en même temps, depuis 2017, et certains diront depuis 2012, nous avons voté au moins 2 fois à la présidentielle, plutôt pour éliminer que pour soutenir. Et ça, c'est tragique. C'est tragique parce qu'on ne peut qu'être déçu quand on élit quelqu'un, et ça n'aurait pas été Emmanuel Macron, je pense que le résultat aurait été identique, à qui on ne croit au fond pas tant que ça, simplement pour éviter qu'un autre soit élu à sa place. C'est peut-être ce qui nous guette aussi en 2027, et c'est sans doute ce qui, notamment si le second tour se joue entre Marine Le Pen ou Jordan Bardella d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre, peut aboutir à une situation extrêmement incertaine. Sur la seconde partie de votre question, qui concerne la situation des Juifs de France, chacun a le choix de choisir à continuer à s'agglomérer au destin français ou de tenter autre chose. Le tout est de le faire en toute connaissance de ce qui vous attend quand on part. Et objectivement, je suis toujours montré assez sceptique vis-à-vis de ceux qui pensaient trouver dans un Québec où historiquement l'antisémitisme est très bien ancré et en proie à une crise identitaire qui dure, ou aux États-Unis, ceux qui pensaient trouver la solution là-bas, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont vu lorsqu'ils y ont atterri. Après, le choix de la LIA est évidemment un choix respectable, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il ne faut pas abandonner la partie avant d'avoir essayé. Il ne faut pas abandonner le fait de se battre ici pour essayer de changer les choses. Ce serait dommage par rapport à notre histoire. Ce serait dommage aussi parce qu'au fond, j'en suis persuadé, plus je vais dans la France qui n'est pas la France des grandes métropoles, plus je vois, sinon un courant de sympathie, du moins pas d'antipathie. Ne confondons pas le bruit et la fureur des réseaux sociaux ou le bruit et la fureur des minorités hyperpolitisées avec ce que des gens qui souvent n'ont pas de juifs autour d'eux pensent de la situation au Moyen-Orient, des attentats lorsqu'ils se déroulent en France et de la place des Juifs dans la société française. Souvent, ces gens sont ceux avec qui nous devons nous battre pour expliquer et construire des ponts. Parce qu'au final, ils sont encore la majorité de la société française. Et qu'ils vivent là où nous ne sommes pas très souvent, ou là où nous sommes peu. Si véritablement cette tentative ne réussit pas, alors chacun se déterminera comme il le souhaite. Mais je crois qu'il y a encore possibilité de gagner ce combat contre les extrêmes qui nous prennent pour cible, quel que soit notre mode d'identité juive. Alors essayons. Je rappelle que vous participez à un ouvrage collectif qui va sortir, qui s'appelle LFI, Anatomie d'une perversion, sous la direction de Pierre-André Taguieff et aux éditions David Reinhardt. Et ça sort le 5 mars. Merci Jean-Yves Camus.